Alors, nous partons de cette première illustration, cette vue générale. Quingey et l'eau, une longue histoire. Une plaquette du syndicat d'initiative vante au début des années 20 les qualités de la vie à Quingey. On peut y lire notamment location de voitures automobiles, électricité, eau excellente, pêche, chasse, culte catholique. Cette eau excellente est celle de la rivière de la Loue, eau sécurisante, mais eau d'un cours aussi dévastateur par ses fréquentes inondations. Alors là, nous avons un plan du cadastre de la commune qui est conservé dans les combles de la mairie, qui date de la première moitié du XIXe siècle et qui représente bien cette configuration si particulière du bourg de Quingey, la rivière décrite, le pont qui traverse, on en parlera davantage de ce pont, et puis la forme de demi-lune liée aux fortifications et aux fossés. Alors, ensuite, on va découvrir sans doute une des plus belles vues, une des merveilles. C'est la représentation de Quingey du temps de l'ancien pont, le pont du Moyen-Âge. Donc c'est Lionel Touraisin qui a découvert ce dessin qu'on va voir apparaître. Oui, l'ancien pont. On n'en connaissait jusque-là que l'emplacement par les piles. Lorsque la rivière est très basse, on voit la base des piles du pont. Donc on reconnaît très bien la maison Dietrich, qui n'a pas changé. On cherche l'auteur, donc c'est localisé, Quingey, est daté 10 juillet 1830. Donc c'est vraiment un élément exceptionnel. Et vous voyez à proximité, sur votre gauche, une roue à eau. On reverra un dessin d'une autre roue à eau, alors 60 ans plus tard, en face tout à l'heure, quand on parlera des tanneries. Alors, eau franchie, eau domptée, eau canalisée, eau exploitée, eau domestiquée, elle façonne la vie des habitants depuis nos origines jusqu'à nos jours. En effet, au départ, une source. Elle se déploie le long d'une vallée couronnée de rochers afin d'aboutir dans une plaine qui, en son commencement, porte le nom de Val d'Amour à partir d'Arquesnan. Donc là, on voit bien en haut à gauche une photographie des inondations de 1953. Vous voyez là-haut la hauteur de la rivière qui jouxte le sommet des arches du pont. Donc, eau pour les plaisanciers, avec en bas à droite cette photographie familiale de 1908, avec ces personnes qui sont en train de se promener en barque. Et à droite, en haut, un pêcheur. Et en bas, une photographie contemporaine prise depuis la fenêtre de la cure, avec une tour de l'ancienne fortification de Quingey. Cette tour renfermait la buanderie de chez Cornibert. Donc Cornibert, c'était le tanneur de Quingey. Avant l'arrivée de M. Gros et de sa famille dans les années 1910. Et la famille Cornibert, c'était un couple sans enfants. Et il était l'oncle ou le grand-oncle de l'abbé Jean Garneret, fondateur du folklore comtois. Avec l'association Il était une fois, nous avions réalisé, il y a plus de 15 ans, une exposition avec les deux filles du peintre Maurice Laferrière, dont voici une œuvre qui représente ce profil très caractéristique que nous connaissons bien à Quingey, du Mont Poupet, sommet des environs. Alors totalement différent, si on descend depuis Salins, c'est vraiment un autre profil de découpe rocheuse. C'est au bord de cet élément indispensable pour vivre que les premiers habitants s'installeront en bordure de rivière, contrôlant très tôt les accès grâce à un passage à digue
à l'emplacement actuel des îles, là où la rivière est la moins profonde, en direction du village de Lombard. Rapidement, afin de faciliter la circulation à travers la rivière, la suivante, les Quingeois édifient un pont en bois. Les comtes de Bourgogne avaient droit de péage à partir d'une tour en pierre construite sur le pont du même matériau. Elle sera rasée en 1740. Ce pont menace ruine dès le XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Vous remarquez l'entrée de l'ancien pont sur la carte postale. On retrouve donc une peinture de Maurice Laferrière. À proximité de l'ancien pont, plus oblique, un nouveau est édifié en 1844, période d'intensification du réseau routier. On cherche vraiment... Le bourg est historiquement concentré, serré à l'intérieur des fortifications. Donc, à la suite de la Révolution, on démonte l'église Saint-Martin qui était sur la place qu'on vient de traverser pour nous rendre ici à la mairie, en la transformant en carrière de pierre, ce qui permet d'édifier aussi des maisons à étages, certaines qui entourent la place d'Armes actuelle. Et on détruit les portes de fortification, elles étaient 3, et on aménage un nouveau pont plus pratique pour la mobilité des véhicules. Au XIIIe siècle, la fortification du bourg s'accompagne du creusement d'un fossé à douve. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fossé à douve ? C'est-à-dire inondable en cas d'invasion. Il comporte 7 pieds de profondeur sur 16 de large, soit 2,50 m sur 6. Son tracé en forme de demi-lune. On se rappelle de la carte de la mairie initiale. Son tracé en forme de demi-lune suivait les murailles et rejoint de part et d'autre la rivière de la Loue. La rue portant le nom de rue des Fossés en garde le souvenir. Les fortifications ont disparu au cours des siècles, mais des jardins de particuliers bénéficient toujours aujourd'hui d'un arrosage issu d'un ruisseau, vestige du système défensif moyenâgeux. Si la canalisation du cours d'eau permet la protection des habitants par ce fossé, la rivière assure également le réservoir indispensable d'eau afin de lutter contre les nombreux incendies qui ont dévasté maintes fois la cité. L'histoire en a conservé 3. Déjà en 1459, ce sont des brigands, mécontents de ne pouvoir s'introduire à l'intérieur de l'enceinte, qui enflamme la ville construite essentiellement en bois et en paille. Seulement 20 ans plus tard, ce sont les troupes de Louis XI qui livrent à nouveau la forteresse à ce désastre. Enfin, en 1636, au commencement de la guerre de 30 ans, les hordes de l'armée suédoise incendièrent Quingey. Et 3 siècles plus tard, la population locale, les grands-parents de Louis Fèvre, qui me l'avaient raconté, disaient encore d'un enfant méchant, il disait « Stucky, le malin comme un Suède ». Vous voyez, celui-ci, il est méchant comme un Suédois. 3 siècles plus tard, le Suédois représentait la méchanceté du fait de cet événement historique. Alors sur cette carte, toujours cadastrale, du début du XIXe siècle, on voit entre la cure actuelle, là, à l'emplacement des flèches, et la pharmacie, ce qu'on appelle un trage. C'est ce que c'est qu'un trage ? C'est une expression comtoise. Donc c'est un passage étroit, donnant sur cette place d'Armes, et qui permet d'accéder à la rivière de tout temps, libérant ainsi une chaîne humaine qui se relayait, seau d'eau à la main. Cet espace étroit,
en partie couvert par l'habitation voisine à la cure, est appelé le puisou, du fait d'aller puiser. Au début du XIXe siècle, rapporte l'abbé Lallemand, sous la partie abritée du trage sont conservées les échelles de la ville. Au cœur du bourg, là où nous nous trouvons, existait l'auditoire. Alors, l'auditoire, c'était la maison de justice. Elle fait face à l'église Saint-Martin, voisin des Halles. Cet auditoire possède une source d'eau. L'ensemble disparaît et une mairie est édifiée en 1843 grâce au plan de l'architecte Pinchot. S'agit-il d'une mairie-lavoir? Les arcades sont comblées à l'origine du rez-de-chaussée, pourrait le faire penser. À 2 kilomètres d'ici, à l'avant, une mairie-lavoir est édifiée à la même période. L'annuaire du Doubs de l'année 1847 stipule « La ville est abreuvée par 3 fontaines situées en dehors de son enceinte, donc des fortifications. Il y avait autrefois une pompe au-dessus de la place. On vient de la démolir. Son emplacement doit être occupé par la construction d'un nouvel hôtel de ville. » Donc cela est écrit en 1843. Et puis devant la maison de Pierre Pisetti, il y a un décrochement en face de la boulangerie. Et on voit sur les plans anciens qu'il y avait aussi un cercle, donc qui signale aussi une présence d'une source d'eau, comme ici au niveau de l'auditoire. La suivante. Un lavoir est édifié en 1890 par l'architecte Boutrin. Ce lavoir est dénommé Fontaine Frenay, autrefois, aujourd'hui, de Mère des Fossés du nom des voisins, anciennement. Il est en effet alimenté par l'écoulement de l'ancien fossé. Donc fort heureusement, il a été bien restauré. Et sur un des piliers, donc on voit ce millésime, le nom du maire, Auguste Nicolas, et également donc l'architecte Boutrin. C'est en contrebas de l'église, pour ceux qui ne sont pas de Quingey. En bord de Loup, vis-à-vis des promenades du camping actuel, une pompe est installée. Son socle de pierre porte la date de 1832. Elle est entourée par un lavoir abrité par une structure en bois environ dans les années 1930-1950. Ce point d'eau est appelé le Touillon en raison de la circulation d'eau à l'intérieur du bassin. On emploie le verbe touiller, touiller une salade, remuer. La 3e fontaine peut être à l'entrée de la rue des Fossés, proche de l'ancienne porte fortifiée de Salins. Cette peinture de Jean de Nant présente l'entrée de la rue en 1923. Donc on a la croix du Jet au centre, la maison Ramée en arrière, et puis sur la photographie, donc c'est à côté de la maison de Charlie Priard. Le lavoir est adossé modestement à une petite maison d'habitation. La suivante. La série des lavoirs se complète. En 1877, celui de l'hospice d'Ornier, en direction du Jura, est construit, 22 ans après l'édification de la maison tenue par les religieuses de la Charité, au bord de la route de Lons-Saunier. Dans les années 1930, l'aménagement de la remise de la pompe à incendie de la ville, placée à cet endroit entre 1891 et 1921 au moins, transforme cet espace abrité en un nouveau lavoir. Jusque-là, les femmes se rendaient au bord de la Loue
grâce à des escaliers de pierre aménagés jusqu'au niveau du lit de la rivière. Ah, il en reste encore quelques-uns. Ah, on a une des dernières femmes qui allait laver au bord de la Loue, Louise Gelin, en photographie, dans les années 1990, dans la rue des Fossés. Puis on possède aussi une très belle carte postale de la Belle Époque qui représente donc ces lavandières. Ici, on ne parlait pas de lavandières, on parlait de femmes de lessive. Donc là, elle est aux îles, près des casernes, sur sa planche à laver. Alors, on comprend quand on voit cette carte postale, là c'est à la belle saison, mais on comprend l'utilité des lavoirs couverts, ce qui était une modernisation à une époque. La toiture est refaite donc du lavoir dont on a le dessin de l'abbé Garneret, qui est devant la tour du pape Calixte II. La toiture est refaite à l'aide d'une nouvelle inclination et ce lavoir est construit à l'intérieur des anciennes halles édifiées en 1865. Il sera utilisé jusqu'à l'arrivée de la machine à laver à partir des années 1960. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des personnes qui ont encore lavé à la main avant les machines à laver, mais ça peut arriver en effet. À la fin du XIXe siècle, une fontaine est installée sur la place d'Armes devant la cure, avec ce très beau lion, verseur, fonte fabriquée en Franche-Comté. Et j'avais retrouvé dans les archives diocésaines un courrier de l'abbé Meunier, l'ancien curé de Quingey à la fin du XIXe siècle, qui proposait que le sommet de la fontaine porte l'effigie de la célébrité quingeoise que fut le pape Calixte II. Mais oui, ce projet n'a jamais été réalisé. Alors là, nous avons une très belle photographie, très rare, d'une cuisine ancienne dans les années 20. Alors c'est un document qui vient d'Abanzou. On y trouve tous les éléments de l'époque. Derrière la cuisinière, le pétrin. À sa gauche, la boîte à sel en bois, ce qu'on appelait le 4 trous à l'extrémité droite, donc le fourneau de Fallon, Villers-Ferroux en Haute-Saône, qui comportait des marmites à l'intérieur. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à l'exploitation de l'eau d'une manière plus domestique. Certaines demeures quingeoises sont dotées de temps immémoriaux de puits intérieurs, situés dans une pièce telle la cuisine de Pierre Blanc, bouchée sur la place d'Armes dans les années 1920. Il suffisait à l'intérieur de cette habitation de soulever un trapon de bois sous la table afin de puiser l'eau avec plus ou moins d'aisance selon le niveau de la nappe phréatique. Alors, je sais qu'on trouve aussi cet accès à l'eau à Chouselot dans certaines maisons. En revanche, dans le bourg, aucune citerne n'est nécessaire. L'eau est omniprésente. On vous aurait fait une présentation d'un village provençal, il y aurait des citernes partout. Sur ces villages perchés, ici, ce n'est pas utile. Alors, sur ces deux cartes postales, c'est intéressant parce qu'on voit sur la place d'Armes les modes de transport. Sur la carte de haut, on voit une femme avec son arrosoir auprès de la fontaine devant la cure. Et puis sur l'autre, c'est un transport dans les brouettes. Donc vous imaginez ce que cela représentait que d'avoir de l'eau à l'intérieur de son outo, en patois la cuisine. Tout le travail que cela représentait. Alors, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les quartiers s'enrichissent de bornes d'eau. Sur une carte postale de la Belle Époque, on voit là où Jeannine d'Audy tenait son commerce. C'était la charcuterie Grandjeau. Et on voit très bien une borne d'eau à cet emplacement-là. Donc on voit que les rues
s'enrichissent de bornes d'eau, développant la proximité au point d'eau et l'alimentation en eau potable, conservée dans des seiyo. Alors là, vous voyez ce meuble, c'est un meuble qui vient de la cure d'Arquesnan. Donc là, actuellement, il y a des journaux, mais sur l'étagère du bas, on y déposait des seaux en bois dans lesquels était conservé ce qu'on appelle un pochon, l'objet à gauche du meuble, en cuivre, pour y puiser l'eau, pour y boire directement au seiyo. C'était le mode de conservation de l'eau à cette époque-là. Donc le dressoir, meuble incontournable de la cuisine comtoise. Un pochon reste en permanence à proximité de ce mobilier afin de puiser aisément le liquide. L'adduction d'eau au robinet arrive en 1933 dans les maisons et il faut attendre encore 3 ans plus tard pour la voir à la cure. L'architecture intérieure est aussi façonnée par la pierre d'évier devant une source lumineuse permettant de faire la vaisselle, la toilette ou le rinçage des légumes. Donc là, j'ai mis une photographie d'une pierre d'évier à droite, mais j'aimerais bien en trouver une plus localisée à Quingey, puisque celle-ci vient d'autres villages. Et cette carte postale des années 20-30 de Cessé, de cette femme encore penchée en train de laver son linge qu'elle a apporté avec une brouette. On voit combien la gestion de l'eau demande un travail de force. Au commencement du XXe siècle, des pompes à bras apparaissent à l'intérieur de l'espace domestique, limitant déjà les corvées de transport de l'eau depuis les fontaines publiques. Alors en bas, vous avez une pompe photographiée à Arquesnan. Elles étaient soit dans la cuisine, soit dans la galerie devant les habitations. Vous voyez, les galeries couvertes à Arquesnan, dans certains quartiers, on la retrouve ainsi placée. Dans les maisons de notables, une pièce est réservée uniquement à la buanderie. L'eau y est traitée, chauffée au bénéfice du blanchiment du linge. D'où la présence de cette très belle peinture, selon Charigny, réalisée en 1941. Donc, vous voyez le seau métallique avec une partie de l'arrosoir. Ensuite, une seille, un seiyo en bois. Puis même, je crois qu'on appelait ça le cuveau, si je ne me trompe pas. Il avait le linge avec la planche arrêt à bordure. Les margelles de pierre de cet ancien puits étaient installées dans le jardin du château Nicolas, près de la Croix du Jet. Rares étaient les puits à margelles, très peu ont été conservés, les puits intérieurs à même le sol semblent plus courants. Alors, celui-ci a été restauré par Arnaud Goua, bel exemple de conservation et de mise en valeur du patrimoine local. Merci. Parfois, le puits à balancier se retrouvait, système archaïque et universel, que l'on trouve aussi bien au Sahara qu'en Inde, qu'en Europe. Alors là, donc on a placé une gravure ancienne, mais grâce à une carte postale de la Belle Époque, au centre de Courcelles-les-Quingey, il en existait un encore donc dans les années 1910, près de la fontaine du centre du village. En dehors de l'antique cité jadis fortifiée, d'autres points sont renommés. Alors la suivante. L'oratoire du Dieu de pitié, élevé en 1622, jouxte une source dont les vertus étaient bénéfiques, presque sacrées. En tout cas, lorsque les Quingeois avaient besoin d'une eau fraîche en été, ils venaient la puiser à cet endroit, encore à la Belle Époque. Donc on retrouve encore une illustration de Jean Garneret et puis une photographie.
Alors cet oratoire a été édifié par Jean de Melombe, qui était un prêtre familier, c'est-à-dire familiarité, c'est un regroupement de prêtres, ce qui existait dans les bourgs importants depuis le Moyen Âge et qui desservait donc les liturgies, différentes liturgies. Une source plus importante est celle du hameau de Saint-Renobert. Dès le IXe siècle, un prieuré bénédictin est construit à côté de la source. Alors, on voit une très belle peinture au caractère quelque peu naïf, donc réalisée par Georges Ganard. Donc Georges Ganard, il habitait à la Croix-du-Jet, qui représente donc dans sa jeunesse, pour ceux qui l'ont connu, le père Boquillon, qui vendait il assurait les foires franches, je crois. Et on voit donc le bâtiment de Saint-Renobert avant l'ajout d'un étage, et puis à droite la ferme de la famille Mouret, avec une partie grise sur la toiture qui correspond à la présence qui subsiste de pierres, ce qu'on appelle des laves ici. Et puis nous retrouvons toujours ce plan cadastral, la première moitié du XIXe siècle, avec la source et les deux habitations principales. Une qui correspondait en fait au prieuré, donc habitation du prieur, du responsable de la communauté religieuse bénédictine, et à proximité le moulin. Alors la roue à eau de Saint-Renobert, actuellement ruinée, rappelle le fonctionnement d'un moulin dès le Moyen Âge, jusqu'à la fin du XIXe siècle, puis d'une scierie-huillerie exploitée par mon arrière-grand-père Louis Bergier, donc vous avez la photo avec ses grandes bacchantes. Ne recherchez pas de traits de ressemblance, merci. Le ruisseau de Saint-Renobert conduit à la propriété voisine de Malpas. Alors pourquoi Malpas? Le mauvais pas, parce que les diligences au XVIIIe, XIXe siècle y passaient et comme c'était une zone très humide, s'y embourbaient. Ce domaine conserve lui aussi une source, agrément d'une élégante maison de maître du XVIIIe siècle. Donc grâce à cette carte postale de la Belle Époque, on voit bien la source avec la végétation environnante. Proche du pont, un barrage a permis d'utiliser la force hydraulique afin de maintenir dès le Moyen Âge un moulin, rapidement complété par une huillerie, des forges, des hauts fourneaux. Cette importante activité industrielle a grignoté petit à petit l'espace des vestiges de l'ancien château féodal et a terminé son activité dans les années 1930. Plusieurs vues de cartes postales du début du XXe siècle représentent l'aménagement du site au bord d'un canal. Donc on voit en haut à gauche le barrage au cours de la Belle Époque. On le retrouve sous un autre angle avec cette carte aux coloris factices, non réels, des années 50. En contrebas, ensuite au centre, on retrouve la maison Béthony, qui était une des maisons d'ouvriers et qui a été rasée aussi 25 ans à peu près, et qui borde le canal. À droite, on retrouve donc toujours à la même époque les bâtiments des forges installés avec le canal devant, l'écluse, voilà, toute une structure des forges
de Quingé qui faisait partie de la Société des Forges de Franche-Comté, donc depuis l'Au, Montchoix, dans la Haute-Vallée de l'Alloue. Maintenant, nous allons découvrir un autre document très rare. Alors, Georges Ganard n'a pas fait que peindre, il a aussi dessiné. Donc, on a un document unique qui représente les tanneries à la fin du XIXe siècle avec une roue pour l'exploitation de l'eau, une roue motrice. Et sur les plus anciennes cartes postales, celles qui sont datées 1902-1903, on a le même bâtiment. On voit distinctement sur le mur un emplacement noir. C'est le départ de l'essieu de la roue à eau, mais il n'y a plus de roue à eau. Donc ce dessin est vraiment très précieux pour cette présence de cette roue. La rivière de l'Alloue est domptée grâce à d'autres canaux. Celui des tanneries est antérieur à l'ère de l'industrialisation. Ce passage était fréquemment inondé, puisque moins élevé à l'entrée de l'ancien pont de pierre. Le pont des Moines y fut édifié afin de permettre le passage à pied sec de nombreux voyageurs, dont les religieux bénédictins de Saint-Renobert, qui venaient du hameau, du prieuré, pour venir desservir la chapelle du château, la chapelle Saint-Georges du château féodal. Une tour ovale de défense imposait une surveillance à l'accès du passage de la rivière. Donc à gauche, c'est la tour d'Henriette d'Étain aujourd'hui, qui fort heureusement, lors de la dernière restauration, a conservé sa partie en lave. Près du canal des tanneries, un autre canal, celui creusé à partir d'un abreuvoir aménagé en 1772, vis-à-vis du jardin de M. le marquis Jouffroy d'Aban. Il se place à l'entrée des promenades, allées de plaisance plantées en bord de Loup, à partir des essences rapportées depuis Montbard, fruit de la rencontre avec M. Buffon. Donc là encore, un document iconographique très intéressant, datant des années 1900, qui représente donc ce jardin près de l'abreuvoir Jouffroy d'Aban, et qui était devenu la propriété de la famille Tonneau. Sur cette photographie familiale, on a beaucoup de photographies de plaisanciers dans des barques, et on voit au fond donc cette allée des promenades, l'entrée actuelle du camping. Une autre vue en hiver, cette fois-ci des promenades, à partir d'une carte postale, et une vue aérienne. Les premières photographies aériennes qui ont donné ces cartes postales dans les années 50 nous sont précieuses puisqu'elles nous offrent l'aspect du bourg antique avant les restaurations, notamment des années 70 ou des transformations. Donc on voit très bien le tracé des promenades qui accompagnent la courbe de la rivière et qui part du côté de Chouselot. Lorsque la route de Mont, actuellement appelée route d'Ornans, fut aménagée, moins inondable que le chemin longeant le bord de rivière avant de monter à Cessé, c'est-à-dire quand on se rendait à Cessé, on suivait le prolongement des promenades à l'époque. Le canal du faubourg de Sainte-Anne est creusé afin de faciliter l'écoulement des eaux en cas d'inondation. Donc sur ce plan de 1845, on retrouve le cimetière et la chapelle de Sainte-Anne, là où se trouve la carrosserie Grasse aujourd'hui. Rue du Mont, donc l'entrée de la route d'Ornans. Et donc les deux canaux, le plus petit qui est celui de l'hôtel de la Truite, derrière l'hôtel de la Truite actuellement, qui correspond à l'entrée des tanneries, rue des tanneries. Donc il y avait un cimetière autour de la chapelle et qui a subsisté jusque dans les années 40-50 avant la construction du cinéma, qui est venu donc le garage.
On vous présentera un jour, puisque avec Julien, on est en train de ardemment travailler ce thème-là, une histoire religieuse de Quingey. Et ça sera l'occasion aussi d'y découvrir une croix en fer forgé qui a été sauvée et qui vient de l'ancien cimetière de Sainte-Anne. Donc il faut bien comprendre ces aménagements au cours du XVIIIe, XIXe siècle pour permettre à l'eau de circuler vis-à-vis de ce fléau que sont les inondations. Il est vrai que Quingey a été de tout temps raison d'inondation. La crue de janvier 1737 détruit une partie du pont de pierre, emportant un arche entier. Les inondations les plus importantes du siècle dernier sont celles de 1910 et de 1953. On a la chance d'avoir donc une carte postale. Bon, c'est sans doute la carte la plus rare. Si vous la possédez, eh bien vous possédez un trésor chez vous. La plus rare de Quingey, puisqu'elle est introuvable. Prise depuis la place d'Armes. Et une photographie familiale, plus proche cette fois-ci, des inondations. Alors, la deuxième série d'inondations les plus importantes sont plus récentes. Donc là, nous avons la chance, naturellement, d'avoir davantage de photographies. Donc toujours celle de haut à gauche, toujours la Grande Rue inondée. Il existe dans la Grande Rue un emplacement à l'entrée de la maison Malleron qui souligne la hauteur sur la pierre des inondations de 53. Par contre, ça serait intéressant de peindre dessus parce que c'est en train largement de s'effacer. Celle de droite de photographie avec l'homme sur la barque, donc c'est l'entrée de l'usine. Alors, celle du bas à gauche, je crois que la dame avec le petit dans les bras, c'est Madeleine Chevreton. Et en bas à droite, donc les docks Comtois, l'angle de la Grande Rue et de la place, en face de l'entrée de la cure. La rivière est aussi raison de noyades de génération en génération qui viennent affliger les familles et dont la mémoire collective conserve le traumatisme. Si la régulation du cours d'eau essaie de limiter les crues, il est également mis à la disposition de l'activité sportive. Alors, ça sera le dernier cliché. En 1975 est créé le club de kayak après l'utilisation par des particuliers de pédalos dès les années 1950, mise à disposition par la famille Malleron. Ces activités ludiques répondent aux fêtes nocturnes réservées aux notables du bourg qui laissaient glisser des gondoles vénitiennes illuminées de lanternons au cours de la deuxième partie du XIXe siècle, inaugurant déjà à cette époque une société de loisirs qui depuis s'est largement répandue et démocratisée à l'ensemble de la population et des touristes qui passent par Quingey. Je voudrais pour terminer vous lire une partie de l'introduction d'un ouvrage qui a une vingtaine d'années, Au fil de la Loue autrefois, qui est un recueil de cartes postales anciennes, écrit par Jackie Theroux. La Loue. Le nom de cette belle rivière comtoise, sorte de trait d'union entre les départements du Doubs et du Jura, a une puissance d'évocation extraordinaire. Prononcez-le, écoutez-le. Le velouté des sons exprimés n'est pas sans rappeler le souffle du vent dans le fond de la vallée du même nom. Sa brièveté est comparable à l'éclat furtif de la truite filant dans le courant. Sa douceur fait penser au tendre feuillage printanier des saules et des trembles ourlant le cours de la rivière. L'espace où se love la Loue est créateur de sensations que l'habitant riverain éprouve sans le dire, que le comtois a en mémoire,
qui conduit le touriste de toujours à revenir. Ces lieux sont du domaine du sensible, créateurs d'un imaginaire que les poètes et les peintres se sont appropriés au fil du temps. Alors, poésie, nous n'en avons point pour le moment, pas recueilli encore, mais peinture, nous en avons découvertes quelques-unes. Voilà, merci pour votre attention. Il faut imaginer qu'un jet, en le voyant actuellement, avec à peu près 1 mètre de surélévation au cours des siècles. Qu'un jet était beaucoup plus bas. On a parlé de la tour de protection de l'entrée du pont, la tour d'Henriette d'Étain. La porte d'accès aujourd'hui, qui donne sur cet escalier à vis en pierre, est en brique. Donc ça, c'est une marque d'une transformation de l'habitat, la fin du 19e, tout début 20e siècle. Donc ça veut dire que la porte initiale était beaucoup plus basse. Donc on a rehaussé le terrain en raison des inondations. Donc on est contraint de rouvrir une porte, non pas en pierre, mais en brique cette fois-ci, parce que c'est moins coûteux à cette époque-là, à la fin du 19e siècle. On sait qu'une loi en 1751, une loi nationale, donc, demande que l'eau soit concentrée dans des fontaines. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, les villages, les cités sont marqués par les épidémies transmises par l'eau stagnante. Donc c'est vraiment un édit royal pour concentrer l'eau et éviter toutes ces maladies-là.